répondre, il faut utiliser un autre levier pour essayer de répondre à des besoins que l'on sait très importants. Et cet autre levier, c'est le parc de logements disponibles, existants. Comment faire en sorte que des propriétaires acceptent de louer leur logement à un loyer réduit, compatible avec les ressources ou les possibilités des plus démunis. Pour montrer l'importance de cette question, je voudrais vous citer un chiffre sur le périmètre de la métro. Il y a 70 000 logements locatifs privés, 70 000. Et compte tenu de leur taux de rotation, ce sont environ 10 000 logements qui sont remis en location chaque année. Comment faire en sorte qu'une part de ces logements puisse être réservée à des besoins très sociaux? Si l'on pouvait se fixer un objectif de capter seulement 1% de ces logements annuels mis en relocation, ce sont 100 logements qui pourraient être des logements sociaux de fait et qui auraient en plus l'avantage d'être disponibles rapidement, alors que pour un logement nouveau, vous le savez, il faut un délai de 3 à 5 ans pour que ce logement soit effectivement livré. Ce chiffre de 100 logements correspond d'ailleurs précisément à l'objectif que s'était fixé la métro dans le cadre de son PLH, sans conventionnement annuel. Cet objectif n'est pas atteint et la métro en a pris conscience et a adopté de nouvelles dispositions depuis quelques mois. Donc, notre réunion d'aujourd'hui se situe en pleine actualité, et ce d'autant que l'État, qui est un élément, qui est évidemment un acteur important dans le cadre de cette politique, vient d'adopter de nouvelles dispositions plus favorables qui, nous l'espérons, vont contribuer à relancer ces actions. Alors, nous allons maintenant entrer dans le sujet à travers cette petite diapo qui rappelle, s'il en était besoin, le principe de la location solidaire. Les choses sont très simples. Un propriétaire confie son logement à une agence immobilière à vocation sociale qui assurera la gestion et l'accompagnement du locataire. Le propriétaire s'engage à louer son logement à un loyer réduit et en contrepartie, à travers une convention, à travers différentes modalités, il reçoit différentes compensations. Voilà. Alors, voici comment va se dérouler notre séance. Je précise au préalable que tous les participants n'ont pas la disponibilité immédiate de leur micro, de façon à favoriser la bonne entente de tous ceux qui s'expriment en ce moment. Et lorsqu'ils voudront intervenir, ils auront à lever la main. Donc, nous allons commencer par répondre à la question pourquoi une politique de logement solidaire. Anissa Guiwan nous dira qu'il s'agit de répondre aux besoins. Nous verrons ensuite, nous aurons ensuite un éclairage national, je dirais, sur cette politique avec l'exposé de Pauline Maisondieu, qui est chargée de mission à la FAPIL. Elle nous dira ce qu'est la FAPIL pour ceux qui ne la connaissent pas. Et nous aurons ensuite un exposé de Benoît Villeneuve qui, au nom de la métro, nous dira quelles sont les nouvelles dispositions mises en place. Nous pourrons à partir de là, je crois, ouvrir le champ des questions sur ces nouveaux dispositifs. Et ensuite, c'est notre agence immobilière avec Imen Saïd, chargée d'habitat à Un Toit pour tous, qui répondra à la question la plus importante si on veut rendre les choses concrètes. Comment comment procéder pour louer son logement? Quel est le rôle de la plateforme de captation et de territoire pour concrétiser ces objectifs? Et ensuite, à la faveur des échanges qui suivront, nous aurons l'occasion peut-être de questionner quelques propriétaires qui sont parmi nous, qui ont déjà eu recours à ce dispositif et qui pourront nous faire part de leur témoignage. Voilà, Anissa, tu as la parole. Bonjour à toutes et à toutes, je me présente, donc Anissa Guiwan, responsable de l'Observatoire à Un Toit pour tous. Donc moi, je vais revenir rapidement sur l'importance de la location solidaire et qu'effectivement, la mobilisation du parc privé à des fins sociales répond à des besoins. Pourquoi? Parce que l'objectif principal de la location solidaire, comme l'a rappelé Michel, c'est d'augmenter le nombre de logements abordables.
En effet, on voit que dans le parc privé, les logements sont trop chers pour répondre à ces ménages modestes. Là, je prends l'exemple d'une mère isolée avec 2 enfants et qui a un revenu de travail et une prime d'activité qui vient en complément. Elle a des ressources à hauteur de 1 800 €. On voit que la part du budget qui serait consacrée au logement serait trop importante puisqu'elle atteint 35% de son budget. Dans le parc privé à des fins sociales, on voit qu'au final, si la part du budget qui serait consacrée par ce ménage n'atteindrait que 17%, et ce qui lui permettrait de pouvoir consacrer un budget plus important pour avoir des conditions plus dignes. Donc, ce ménage-là, par exemple, aurait pu se loger dans le parc social, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a une tension forte qui s'exerce sur le parc social. En Isère, en 2020, on atteignait plus de pratiquement 32 000 demandes pour seulement 7 600 attributions. Donc, ce qui concrètement, on a une attribution de logement pour 4 demandes. On voit que la réponse est insuffisante et qu'on a encore de nombreux efforts à consentir pour créer, produire du logement abordable. L'action des propriétaires solidaires, donc là je donne le chiffre de l'agence Territoire AIVS au sein d'Un Toit pour tous, a permis en tout cas de mobiliser au 31 décembre 2021 236 logements pour répondre à des ménages modestes. Au niveau de l'Isère, on a également Solia, qui est une autre agence immobilière à vocation sociale, qui a autour de 420 logements. Donc, on a un chiffre un peu plus élevé à l'échelle de l'Isère. Mais là, nous, on parle aujourd'hui d'Un Toit pour tous. Donc, dans le cadre de l'agence immobilière à vocation sociale, en 2021, c'est 274 ménages qui ont pu accéder au logement grâce à l'action des propriétaires solidaires. Derrière ces données, ce sont des réalités de vie concrètes, des situations concrètes. Et je vous propose d'écouter le témoignage de 2 locataires de l'agence Territoire AIVS. Donc, on a le témoignage d'une femme isolée qui, à l'époque de sa demande, était d'ailleurs enceinte avec 3 enfants. Aujourd'hui, c'est une femme isolée avec 4 enfants qui, suite à un divorce, a dû trouver un logement très rapidement pour sortir d'une situation assez compliquée. Et elle n'a effectivement pas de revenus parce qu'elle ne travaille pas. Et donc, ses seuls revenus sont liés à des aides sociales. L'autre témoignage que vous allez entendre, c'est une personne, un retraité de 87 ans, qui a de très faibles ressources également et qui, suite à l'incendie de sa maison, s'est retrouvé du jour au lendemain sans domicile personnel. Donc, je vous propose d'écouter le témoignage de ces deux. Voilà, c'est une situation de séparation. Et l'écho, je suis ici, j'ai pas de la famille, ni amis, ni personne. Et j'ai fait une demande de logement. Et comme j'ai pas le droit, parce que mon ex il est propriétaire, j'ai pas le droit d'accès, me loger sur il m'a donné un logement tout de suite. Je crois qu'ils sont envoyé le dossier sur Un Toit pour tous. Et c'était la solution pour moi. Ils m'ont proposé le premier logement. Et après, il me manque des papiers. Après 3 mois, ils m'ont encore proposé un autre logement. C'était la meilleure solution pour moi. J'étais ravie parce que il faut que je pars de le logement de mon ex avec les enfants. La situation c'était pas vraiment bien. Et voilà, j'ai respiré. J'étais très contente de voir cette solution. Bien sûr, le parcours il est simple. J'avais une maison où j'avais un studio d'enregistrement, parce que j'ai travaillé longtemps dans la musique et dans l'enregistrement. Et j'étais en train de finir un enregistrement lorsque un individu, d'une façon criminelle, a mis le feu à des voitures qui étaient parquées juste à côté de ma maison.
les pompiers sont arrivés trop tard et n'avaient pas d'eau lorsqu'il fallait arroser le foyer, ce qui fait que pendant 50 minutes, les voitures ont brûlé tranquillement. J'étais en face, j'ai regardé ça, j'avais beau crier mais arroser donc le foyer, personne n'a arrosé et la dernière voiture qui était à ras de ma maison a mis le feu à la charpente et ma maison a brûlé totalement avec tout mon matériel, tout et même puisque j'étais sorti, j'étais en pantoufles, tout et même ma voiture, tout a brûlé. Donc je me suis retrouvé vraiment dans le vide et dans le manque total d'argent et de possibilités. J'ai demandé à la mairie de me loger, mais malheureusement, ils n'ont pas de logement de secours pour des cas de force majeure, des cas tout à fait imprévus. Donc, heureusement, j'ai été logé par des amis qui sont près de Crémieux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas rester longtemps chez des amis, donc j'ai cherché un appartement et j'ai eu la chance de trouver un toit pour tous, parce qu'en fait, sans cet établissement, cette société, je n'aurais rien trouvé, je serais encore à la rue. Voilà. Eh bien, voilà, comme vous avez pu l'écouter et l'entendre, le logement abordable qui est proposé dans le cadre de la location solidaire permet d'apporter une réponse concrète, notamment à des personnes qui ont connu une situation, une rupture, un accident de la vie. Au-delà de l'accès au logement, ces personnes ont souligné dans le cadre de leur témoignage l'importance de l'accompagnement qui a été réalisé par l'agence. Je vous laisse écouter la suite du témoignage. Relogé comme ça, c'était le logement, il était bien. Voilà, les gens qui sont travaillés avec moi, ils sont sympas, c'est grâce à eux que ils m'ont aidé beaucoup par rapport aux papiers, par rapport aux démarches, par rapport à tout. Et c'était un soulagement, un vrai soulagement pour moi. Voilà. Et le temps, parce que je dois chercher pour l'instant, parce que j'ai pas encore travaillé, je commence à chercher du travail, j'ai installé, ça me soulageait, c'est plein de choses ça me ouvre les portes, parce que quand tu as le logement, c'est un souci de moi pour faire voir l'avenir, comment pour travailler, pour faire des pas devant. Heureusement qu'il y a une association comme ça qui permet parce qu'il faut reconnaître que lorsqu'on n'a rien, on n'a rien. Rien, c'est rien. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez même pas 100 € devant vous, vous pouvez difficilement trouver un logement. Et l'avantage d'un toit pour tous, c'est que j'ai été rapidement logé, mais il n'y a pas que ça, c'est que j'ai eu quand même affaire à des jeunes personnes qui sont très dévouées et qui ont véritablement fait plein de choses que moi, n'ayant plus d'ordinateur, ni d'imprimante, ni rien, je ne pouvais pas faire sur le plan administratif. Et je trouve que non seulement on a la possibilité de loger par un toit pour tous, je ne fais pas de la publicité, mais l'avantage, c'est quand même on est accueilli et aidé. Voilà. Voilà, les mots parlent d'eux-mêmes. On voit qu'au-delà d'accéder à un logement, ce qui est important aussi pour ces ménages, c'est d'être accompagnés pour pouvoir rebondir et se projeter. Enfin, pour terminer ces extraits, ils ont, à partir de leur expérience, ont souligné l'importance de développer la location solidaire, mais aussi, ils ont aussi souligné l'importance et le rôle essentiel que joue le logement pour rebondir et se reconstruire. Je vous laisse écouter la fin de ce témoignage. Le logement pour l'agence comme ça aide d'autres gens pour
voir un toit, pour voir une solution, parce que la première des choses, c'est le toit. Et quand on n'a pas un toit, on n'a rien du tout. C'est, tu vois, la vie, c'est fermé. Fermé pour nous. C'est, on pense on va dormir où, on va faire quoi, et quand on a la solution là, c'est un grand soulagement pour voir l'avenir, pour les enfants, on sera en sécurité. Il y a plein de choses qui fait, c'est un bonheur pour les autres qui font. C'est simple, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'étais propriétaire, donc j'avais de la place. Et j'aurais peut-être pu aussi loger quelqu'un, puisque j'avais 200 mètres carrés de surface. Et c'est vrai que là, quand on est dans la même situation, c'est-à-dire de pauvre, dans la misère, ce qu'on peut dire, on se dit, mais heureusement qu'il y a des gens qui louent. Il vaut mieux louer une surface moins cher que d'autres propriétaires, mais avoir la garantie que donne une association qui vraiment choisit et protège vraiment les propriétaires d'une façon toute simple, c'est qu'il y a un suivi. Voilà. Ce n'est pas une agence, il y a un suivi qui est beaucoup plus agréable. Et en plus, vraiment, aujourd'hui, je suis à la place de celui qui est dans les problèmes. Et je comprends, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on me dirait maintenant, j'aurais encore ma maison, on me dirait, voilà ce qui se passe, eh bien, je louerais vraiment une partie de ma maison. Voilà. Voilà pour ces témoignages. Je tenais à les partager avec vous pour qu'on puisse prendre ensemble la mesure que derrière les données, ce sont des situations de vie, de personnes, de tout à chacun qui peuvent parler à tout le monde. Et que la mobilisation des propriétaires solidaires permet de pouvoir répondre à ces ménages-là de manière rapide et aussi de les accompagner pour pouvoir rebondir. Je laisse maintenant la place à Michel Delafosse pour revenir un petit peu plus sur ce qu'est concrètement la location solidaire. Merci beaucoup. Merci Adissa. Non, j'ai simplement une chose à faire, c'est tout de suite de donner la parole à Pauline Maisondieu. Nous allons avoir un éclairage national sur la location solidaire à travers la fédération à laquelle nous appartenons et sur les nouvelles dispositions adoptées tout récemment par l'État dans ce domaine. Vous avez la parole, Pauline. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter assez rapidement ce qu'est la FAPIL, donc, qui est la fédération auquel Un Toit pour tous appartient, a adhéré, mais du coup qui regroupe et qui rassemble un ensemble d'associations sur le territoire national. Cette fédération, elle existe depuis plus de 30 ans puisqu'elle s'est fondée en même temps au moment de la loi Besson dans les années 90. Et elle regroupe aujourd'hui plus d'une centaine d'associations avec quasiment toutes agréées pour l'intermédiation locative. On le réévoquera ensuite, on l'a présenté en début de webinaire ce qu'était l'intermédiation locative. Donc, 80% de nos associations le mettent en œuvre. Et parmi ces associations, 50 ont le label Agence immobilière à vocation sociale, du coup, qui est un gage de professionnalisme et à la fois sur le volet immobilier et en même temps de gage de la vocation sociale de ces organismes délivrés par la fédération. Je vous ai également indiqué 29 organismes agréés pour la maîtrise d'ouvrage d'insertion, qui est aussi un outil intéressant pour les propriétaires privés, au-delà de l'intermédiation locative. Voilà. Pour les chiffres, c'est aussi vous dire qu'au final, ces solutions sur mesure et l'acte de chacun, finalement, peut produire quand même pas mal de résultats, puisque aujourd'hui, c'est presque 27 000 logements mobilisés dans le diffus, auprès de propriétaires et que ce soit des collectivités aussi ou des bailleurs sociaux, mais un peu moins. Près de 3 000 logements mobilisés en 2020, malgré la crise sanitaire. Donc, une certaine dynamique. On le disait au départ de ce webinaire aussi, des relocations régulières et donc, du coup, des opportunités chaque année en matière de mobilisation à des fins sociales de ce parc. 40 000 ménages accompagnés par notre réseau et près de 6 000 ménages ont pu trouver du coup une solution de logement en 2020 via l'intermédiation locative.
dans notre réseau. Hop, pardon, je fais décider, il y a un léger temps avec les slides. Sur le volet propriétaire privé, hein, du coup, puisque nos associations gèrent effectivement du parc appartenant à des propriétaires privés, mais pas que, c'est environ 17 000 logements hein, qui sont issus du parc privé au sein du réseau, et plus de presque 80% des propriétaires ont opté pour signer un mandat avec une agence immobilière à vocation sociale telle que Territoire d'un toit pour tous. Et 60% ont aussi décidé de s'engager dans un conventionnement, que ce soit avec ou sans travaux auprès de l'ANA. Voilà. Je vous ai également précisé voilà, les opportunités offertes par la maîtrise d'ouvrage d'insertion qui concernent par exemple des biens pour lesquels l'état de travaux et l'ampleur de la réhabilitation est importante, avec du coup une possibilité via la logique de l'usufruit et de la nue propriété de pouvoir ne pas assumer ses coûts tout en rénovant votre patrimoine. En contrepartie, du coup, l'usufruit est cédé pour une durée déterminée à l'organisme. Mais ça, c'est une autre modalité, je ne l'avais pas la débloquée. Alors, pourquoi louer votre bien à une association agréée? Déjà parce que c'est une réponse à la fois personnalisée et solidaire, hein, puisque vous allez avoir une écoute particulière sur vos besoins, tout en essayant de les concilier du coup avec ceux des ménages modestes dont l'association a vocation que l'association a vocation à accueillir. Pardon, excusez-moi. Et enfin, après, sur le volet plutôt immobilier, ce sera une gestion professionnelle de proximité, puisque les agences immobilières à vocation sociale ont la carte de professionnel d'agent immobilier, avec une structure à taille humaine, souvent ancrée localement, avec une disponibilité des équipes, un appui possible dans vos démarches, et une relation de proximité à la fois avec le propriétaire, mais également avec les locataires, qui permet une meilleure réactivité aussi en cas de sinistre ou d'incident. Voilà. Une certaine sérénité dans la location, puisqu'au-delà du coup d'avantages qu'on évoquera ensuite et qu'on développera juste après cette introduction, au-delà des avantages financiers, vous avez aussi du coup des outils de sécurisation, hein, Visal, qui est un outil de sécurisation d'action logement gratuit pour les propriétaires, et d'autres dispositifs aussi que peuvent vous proposer les agences immobilières à vocation sociale. Et enfin, une gestion rapprochée, je vous le disais, qui permet du coup de minorer ou prévenir les incidents locatifs en sollicitant et en mobilisant les aides nécessaires aux locataires pour éviter les impayés. Voilà. Une attention forte à l'entrée, effectivement, pour que le reste à charge pour les propriétaires soit supportable et qu'on ne les mette pas en difficulté dès l'entrée. Voilà. Je vais revenir du coup plus en détail sur la fiscalité attachée à la location solidaire, puisque la location solidaire fait l'objet d'une fiscalité particulière qui aujourd'hui s'appelle Loc-Avantage, mais que vous connaissiez peut-être auparavant sous le vocable de louer abordable. Donc, le Loc-Avantage, c'est le nouvel outil aujourd'hui de la location solidaire. Hein, il est entré en vigueur en début d'année, au 1er janvier, et donc il sera pour l'instant applicable jusqu'au 31 décembre 2024, avec en général des prorogations possibles, mais en tout cas au niveau de la durée initiale, c'est le dispositif que l'on aura jusqu'en 2024. Ce qu'il faut, voilà, l'idée c'était de refondre un petit peu l'ancien dispositif pour qu'il soit à la fois plus lisible et plus équitable pour l'ensemble des propriétaires, quel que soit leur taux marginal d'imposition. Donc, voilà ce qu'il faut retenir sur les logiques qui sont du coup posées avec ce nouveau dispositif. C'est un calcul des loyers qui va être établi à partir des loyers locaux de marché, avec une décote plus ou moins importante selon le niveau de loyer visé. Un régime de réduction fiscale qu'on attache à cette réduction, à cette décote de loyer qui va être du coup, plus vous acceptez de baisser votre loyer, plus la réduction sera importante. Et enfin, des primes qui vont être attachées aussi au fait de pratiquer les loyers sociaux. Nouveauté aussi, même si ça va être un petit peu plus… voilà, si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. Mais voilà, nouvelle nouveauté, vous avez aussi un engagement minimal qui est harmonisé. Avant, vous aviez des engagements qui étaient différents selon que vous bénéficiez ou pas d'une aide aux travaux. Aujourd'hui, quel que soit le type de convention que vous passez avec l'Agence nationale de l'habitat, ce sera 6 ans minimum. Et une sortie du conventionnement en zone tendue facilitée, puisque vous ne serez pas soumis dans ce cadre à l'encadrement des loyers. Alors, la réduction d'impôt, elle est calculée comment? Alors, la réduction, elle sera calculée sur les revenus bruts du logement.
et elle sera, je vous le disais, proportionnelle en fonction du niveau de loyer que vous consentez. Donc, les niveaux de loyer qu'on connaissait aussi sous les vocables intermédiaire, social, très social sont désormais nommés LOC 1 pour l'intermédiaire, LOC 2 pour le social et LOC 3 pour le très social. Et donc, vous avez en colonne voilà, le taux de décote, donc 15% par rapport au marché, 30% pour le social et 45% pour le très social, et les réductions qui sont adossées à ces décotes de loyer de 20% pour l'intermédiaire, 40% pour du social, 65% de réduction d'impôt pour le très social, le LOC 3. Le très social n'étant ouvert que via une intermédiation locative. Donc, à cette réduction d'impôt, vous avez toujours des primes complémentaires qui sont délivrées par l'Agence nationale de l'habitat dès lors que vous passez par un organisme agréé pour l'intermédiation locative et que vous engagez sur une durée minimale de 3 ans de location. Et ces primes, elles sont modulées selon que vous passez ou pas par un organisme, une location, un organisme ou un mandat de gestion. Donc, dans le cadre de territoire, vous pourriez avoir une prime de 2 000 € dès lors que vous signez avec territoire sur des loyers de segment LOC 2 ou LOC 3, donc sociaux ou très sociaux, et vous pourriez bénéficier, si votre logement est inférieur à 40 mètres carrés ou égal à 40 mètres carrés, vous pouvez bénéficier d'une prime supplémentaire de 1 000 €. Enfin, vous avez toujours dans le cadre du conventionnement et des aides aux travaux la possibilité d'avoir des primes, MaPrimeRénov', que vous connaissez certainement, et des aides de l'ANA dans le cadre du conventionnement qui peuvent aller jusqu'à 28 000 € par logement pour des réhabilitations globales. Un bref rappel des conditions du coup attachées à ce dispositif fiscal, puisqu'il est en fait adossé au fait de signer une convention avec l'Agence nationale de l'habitat qui du coup vous engage sur 6 ans. Donc les conditions, c'est de vous engager sur 6 ans, un minima, de respecter les plafonds de ressources et de loyers qui sont fixés, de louer votre bien nu à usage de résidence principale, et de ne pas, du coup, avoir de location avec un membre de votre foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Ça, c'était les conditions antérieures au conventionnement ANA qui continuent de s'appliquer, avec aussi un respect de niveau de performance énergétique minimale, qui aujourd'hui est à peu près équivalent à l'étiquette E, même si voilà, les questions de DPE sont aussi des choses qui évoluent. Donc, voilà. Mais en gros, votre bien doit être à minima sous étiquette E. Je vous ai indiqué du coup l'article qui régit et qui encadre cette nouvelle réduction d'impôt. Et je pense que j'en ai fini. Je vais céder la parole. Voilà, sur les modalités de dépôt. Donc, jusqu'en février, en fait, on a un passage de l'ancien dispositif fiscal au nouveau dispositif fiscal. Donc, on a jusqu'au 28 février possibilité de choisir entre les deux options fiscales. Le louer abordable qui, du coup, était celui antérieur, et le LOC Avantage qui est ouvert depuis le 1er janvier, mais avec une possibilité de déposer vos demandes pour du LOC Avantage qu'à partir du 1er mars. Voilà. Oui. Donc, merci beaucoup pour cet exposé qui va susciter peut-être des questions, mais je propose que d'ores et déjà, on puisse donner la parole à Benoît Villeneuve qui va nous parler de la politique de la métro, parce que dans toute cette affaire, vous l'avez bien compris, il y a un cadre national et puis à l'intérieur, il y a des possibilités d'adapter, d'amender par des dispositions locales, ce qui pose d'ailleurs des questions de lisibilité, parce qu'on a bien compris que le louer abordable est devenu LOC Avantage, et puis pour notre territoire, LOCA++ devient louer plus facile. Bon, on espère que tout ceci pourra se coordonner et s'harmoniser pour que ce soit bien compris par tous. Alors, Benoît Villeneuve, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le dispositif Louer plus facile, donc, qui a été mis en place par la métropole et l'État local, c'est-à-dire la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, c'est une plateforme de captation du parc privé, donc sans travaux. Donc, nous, dans le cadre de cette plateforme, on ne va pas financer les travaux ou faire un accompagnement à la réalisation de travaux pour ces logements.
Et en intermédiation locative, donc on s'intéresse, on va capter que des logements dans le cadre de l'intermédiation locative. Donc, c'est un système territorial de prospection qui prend la suite de systèmes préexistants qui avaient été mis en place par la métropole d'une part à travers les dispositifs Loca++ et Louer Facile jusqu'en 2021. Et puis donc, Louer Plus Facile a pris la suite à partir de septembre 2021. Donc, on a construit cette plateforme sur la base du dispositif Louer Abordable, donc qui va être remplacé par le dispositif Loc Avantage. Et ça va nécessiter pour nous de faire quelques ajustements pour adapter notre plateforme au nouveau cadre national. Notre plateforme, elle venait renforcer l'attractivité du dispositif national en venant octroyer des primes aux propriétaires pour capter les logements qui nous permettaient de loger les ménages cibles de notre politique. Voilà. Donc, la mobilisation du parc privé, pour nous, elle a plusieurs enjeux, notamment donc, le soutien à l'intermédiation locative. Il nous permet de répondre donc, au plan local pour le logement d'abord et loger les ménages qui ont des difficultés d'accès au logement, donc les ménages les plus démunis, d'une part. En second lieu, c'est, comme le disait M. Delafosse, sur la pénurie de logements social public sur le territoire. Et donc, c'est de venir produire une offre en complément de ce parc qui n'arrive pas à répondre à la demande. Et puis, il y a des enjeux aussi territoriaux, et notamment donc, mobiliser cet outil pour contribuer aux objectifs de rattrapage des communes qui sont déficitaires au titre de la loi SRU, et loi SRU qui impose en fait aux communes d'avoir un taux de logement social de 25% sur leur commune. Et enfin, c'est un outil qui peut aussi être mobilisé pour lutter contre la vacance de logements sur la métropole et permettre aux propriétaires, encourager les propriétaires à remettre leur logement sur le marché. Donc, c'est une déclinaison opérationnelle du plan local pour l'habitat, de la politique de conventionnement portée par l'ANA et pour lequel la métropole est délégataire, et puis du plan local pour le logement d'abord. Voilà. Donc, la plateforme qui a été mise en place en septembre, on peut la découper en 3 grands ensembles de missions. En premier lieu, trouver des logements, puisque c'est quand même le but. Donc, c'est une mission, la prospection et la captation des logements qui a été confiée donc, à Territoire AIVS, donc l'agence immobilière à vocation sociale Intre pour tous, donc, qui va avoir 2 casquettes dans le cadre de ce dispositif. Une casquette donc, une mission qui lui a été confiée dans le cadre d'un marché public, c'est-à-dire prospecter et capter des logements. Et en fonction des logements captés, elle va soit les transmettre à d'autres organismes, donc des organismes d'intermédiation locative qui font de la sous-location, comme l'Oiseau Bleu ou la Mutualité Française d'Isère, ou à une autre agence immobilière sociale qui peut être Solia, ou alors garder ces logements et les gérer directement. Deuxième ensemble de missions, c'est piloter l'attribution des logements captés, puisque nous, on soutient l'intermédiation locative aussi pour permettre de loger des publics ciblés par nos politiques, et notamment les ménages qui relèvent du plan local pour le logement d'abord. Et enfin, troisième ensemble de missions, c'est garantir la mise en œuvre d'une gestion locative adaptée. Je pense que Imen reviendra peut-être un petit peu sur ce qu'est la gestion locative adaptée dans son intervention, et d'un accompagnement social lié au logement, donc si le ménage en a le besoin, donc garantir notamment en finançant ces actions. Voilà. Donc, dans le cadre de Louer Plus Facile, il y a 2 possibilités d'intermédiation locative qui sont proposées aux propriétaires. Donc, l'intermédiation locative, c'est l'intervention d'un tiers social qui vient assurer la relation entre le propriétaire et les occupants, et qui vient sécuriser cette relation locative
et permettre donc justement de loger des ménages qui peuvent avoir des difficultés. Donc, deux modalités, le mandat de gestion, donc c'est vraiment le cœur de cible de notre dispositif. Donc là, c'est la gestion du logement, elle est confiée à une agence immobilière sociale. Donc sur la métropole de Grenoble, il y en a deux, il y a Territoire IVS ou Solia AIS. Et donc, confier la totalité de la gestion du logement, y compris l'attribution du logement à un locataire. Et ça donne lieu à la conclusion d'un bail classique entre le locataire et le propriétaire. Et dans le cadre du mandat de gestion, donc, est demandé que soit signée une convention avec l'ANA, donc à un niveau social, très social ou très social minoré. Donc le niveau social, c'est le niveau LOC 2 du LOC avantage. Le très social, c'est le LOC 3. Et le très social minoré, c'est un niveau de conventionnement supplémentaire avec des loyers encore plus bas qui a été mis en place par la métropole en 2020 pour permettre de loger vraiment les ménages qui ont les revenus les plus faibles et qu'on n'arrivait pas à loger malgré les niveaux de loyer bas du très social. Voilà. Deuxième modalité, c'est la sous-location. Dans ce cas-là, le logement est loué par un organisme agréé, en général donc une association. Donc ça peut être des associations du type Oiseau Bleu, Mutualité Française Isère, mais également le CCAS de Grenoble ou l'association Altea, avec une convention ANA qui est préconisée, pas obligatoire, bien que on va pousser pour qu'il y ait une convention quand même qui soit signée dans ce cadre-là. Et donc, l'organisme va mettre à disposition via un contrat de sous-location le logement au ménage et puis l'accompagner jusqu'à son relogement ou jusqu'au glissement du bail qui permettra en fait de rendre le ménage titulaire du bail in fine. Voilà. Sur la sous-location, il faut préciser qu'on est sur des objectifs qui sont moindres que pour le mandat de gestion et qu'en fait, on va capter surtout des logements en sous-location pour répondre à des besoins de ménages identifiés. Donc, tous les logements ne seront pas éligibles à la sous-location. Il faudrait qu'ils répondent donc aux besoins de ménages qui sont déjà accompagnés par ces structures. Voilà. Donc, quel logement on va capter? Donc, tous les logements, neufs ou anciens, non meublés, mais par contre libres d'occupation pour qu'il puisse y avoir une attribution derrière. Bien sûr, des logements qui doivent être décents. Hein, ça, c'est aussi Territoire IVS qui va le vérifier et qui répondent à des critères de performance énergétique exigés par l'ANA, notamment, en fait, il faut être à minima sur une étiquette énergétique de E ou supérieure à E. Bien sûr, pour louer plus facile, on est dans une politique de la métropole, donc il faut que le logement soit situé sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole. Et dans un souci d'équilibre territorial, on a exclu du dispositif les quartiers politiques de la ville, en fait, qui concentrent déjà l'essentiel des logements sociaux du territoire. Voilà. Donc, les avantages pour le propriétaire dans le cadre du mandat de gestion. Donc, la métropole vient renforcer le dispositif. Donc là, on est sur le dispositif loué abordable avant la réforme. Donc, il vient renforcer l'attractivité financière du dispositif pour les propriétaires en octroyant des primes qui sont comprises entre 1 000 et 9 000 euros. Donc, selon le niveau de loyer, la typologie et le taux d'imposition du propriétaire. Et donc, plus le logement va être conventionné à un niveau social, enfin, avec un plafond de loyer bas, plus les primes de la métropole seront importantes. Voilà. Également, une prime additionnelle qui peut être octroyée aux propriétaires de 2 000 euros pour les logements qui seraient vacants depuis plus de 2 ans pour inciter les propriétaires à remettre sur le marché des logements qui sont pour l'instant inoccupés. Et ensuite, c'est les avantages du dispositif loué abordable, demain donc du dispositif LOC avantage, donc jusqu'à présent une défiscalisation de 85% et puis demain une réduction d'impôt. Et puis des primes, la prime qu'on dit la prime IML versée par l'ANA, qui est comprise donc entre 2 000 et 3 000 euros dans le cadre du mandat de gestion avec LOC avantage. Donc, l'autre avantage pour le propriétaire, c'est la garantie d'une location longue durée et sécurisée, notamment par des garanties contre les impayés et les dégradations qui avaient été citées, la garantie Visal, des assurances aussi qui sont proposées grâce au réseau FAPIL par Territoire IVS.
et puis un fonds de secours IML régional en cas de reste à charge pour le propriétaire s'il y a des problèmes. Et puis surtout, la mise en œuvre d'une gestion locative adaptée donc, par l'agence immobilière sociale, que ce soit Territoire ou Solia, et qui sécurise le maintien en bon état du logement et le paiement des loyers et des charges. Je pense que Imen en parlera un petit peu après. Donc là, nous, on a construit cette plateforme, on l'a mis enfin, on l'a déployée en septembre. Et puis, du coup, il y a eu la réforme de l'État qui est arrivée, donc la réforme du dispositif national qui est arrivée en fin d'année. Et donc, ça nous pousse forcément donc, à faire des ajustements pour s'adapter au nouveau cadre national. Donc, ce qu'on va faire, ça va consister surtout donc, à redéfinir un niveau de conventionnement très social minoré, donc ce qui était le LCTS+, et a priori, donc, on va conserver un niveau de conventionnement encore plus bas que le LOC 3, qui sera sans doute le LOC 3+. Et puis, on va modifier donc le barème de primes accordé par la métropole, notamment en supprimant la modulation sur le taux marginal d'imposition du propriétaire, puisque la réduction d'impôt a moins d'impact sur les revenus des propriétaires en fonction de leurs revenus. En fait, la défiscalisation intéressait surtout les propriétaires aisés et un peu moins les propriétaires modestes. C'est pour ça qu'on donnait un petit peu plus de primes aux propriétaires modestes pour contrebalancer cette défiscalisation, mais sur la réduction d'impôt, il y a un intérêt. Et surtout, donc, venir ajouter à des primes qui permettent à notre conventionnement très social minoré, donc LOC 3+, d'être attractif pour les propriétaires et loger donc, les publics cibles de notre politique. J'ai réalisé quelques petites simulations de revenus sur la base du LOC Avantage, donc du nouveau dispositif national, mais qui ne prend pas encore en compte les primes de la métropole, mais primes de la métropole, il y aura. Voilà, donc si on prend l'exemple d'un T1 de 30 mètres carrés situé sur la commune de Cessin, donc on voit qu'on est sur des loyers libres, selon les données de l'Observatoire local du loyer, à 15,70 € du mètre carré pour un T1 de 30 mètres carrés, donc à Cessin. Si on est sur un loyer LOC 3, donc l'ancien très social, on est sur un loyer qui est quasiment moitié moins cher, donc de 7,70 €. Donc, on voit qu'il y a quand même une baisse du loyer perçu qui est importante par les propriétaires, donc 230 au lieu de 470 €. Mais il y a donc, cette perte de loyer est compensée tout d'abord par la prime IML de l'ANA, qui va être de 3 000 €, parce qu'on est dans le cadre d'un mandat de gestion sur un logement de moins de 40 mètres carrés. Donc, le propriétaire percevra en première année 3 000 € de subvention ANA. Et ça donnera lieu à une réduction d'impôt en année 1 de 3 750 €. Et sur les 5 années suivantes de la convention qui dure 6 ans, de 1 800 € par an. Donc, on voit que ça nous fait un revenu net après impôt moyen de 3 500 € environ, contre 2 900 € sur un loyer libre, soit un gain de 3 400 € environ sur 6 ans pour les propriétaires. À cela s'ajoutera les primes qui seront accordées par la métropole et qui sont en cours de redéfinition au vu donc de la réforme du cadre national. Un deuxième exemple sur un T3 de 65 mètres carrés situé à Grenoble. Donc, sur un T3 à Grenoble, on est à peu près sur le loyer libre en moyenne à 11,20 € du mètre carré, avec un loyer conventionné LOC 3, on serait à 6,37 €. Et sur 6 ans, ça fait un gain de 7 000 € pour le propriétaire par rapport donc, à une location à loyer libre. Et là viendront s'ajouter aussi les primes de la métropole. Voilà, donc le dispositif LOC Avantage, il est quand même en général bien plus avantageux pour les propriétaires que le dispositif précédent. Ensuite, louer plus facile sur la sous-location, les avantages qui sont proposés aux propriétaires sont les mêmes que ceux proposés par le dispositif national, donc voilà, que ce soit louer abordable ou LOC Avantage.
Donc, on est sur la même base, si ce n'est que si le propriétaire, à la suite de la période de sous-location, accepte d'opérer un glissement de bail au bénéfice du ménage et que donc le bail, le titulaire du bail devient le ménage et non plus donc l'organisme agréé qui gère le logement, le propriétaire pourra recevoir octroyer des primes de la métropole qui sont accordées dans le cadre du mandat de gestion. Voilà. Dans le cadre de la sous-location, l'avantage principal donc, pour les propriétaires, c'est aussi une location totalement sécurisée, puisque c'est l'organisme agréé qui est titulaire du bail et qui est donc garante du paiement du loyer et des charges, même en cas de vacance du logement. Voilà. Donc, territoire, on détaillera un peu plus ça, mais donc aussi, louer plus facile, c'est un guichet unique avec un numéro vert et un accueil du propriétaire par un conseiller habitat, donc notamment Imen Saïd, qui va prendre la suite de mon intervention, qui va réaliser des simulations financières et montrer aux propriétaires les avantages qu'ils pourraient avoir à s'engager dans l'intermédiation locative et dans le loyer, sur des loyers conventionnés avec l'ANA. Voilà, donc il y a les contacts qui vous permettent de prendre contact avec la plateforme Louer Plus Facile. Rapidement, louer plus facile, c'est un objectif de 280 logements captés d'ici 2023. Donc, comme le disait M. Delafosse, on a à peu près à environ 100 logements par an, hein, puisque ça a commencé mi-2021. Donc, ça, c'est à peu près 1% du parc privé qui est remis en location chaque année. Voilà. C'est un dispositif donc, qui est aussi construit en partenariat avec de nombreuses institutions, l'État, la métropole, mais le conseil départemental, les communes, le CCAS et de nombreux acteurs associatifs de l'insertion par logement du territoire de la métropole. Voilà, moi j'en ai fini. Très bien. Merci beaucoup de cet exposé. Écoutez, Un toit pour tous, je dirais qu'on milite depuis de nombreuses années pour la mobilisation du parc privé. Et à vous entendre, Pauline et Benoît, j'ai l'impression qu'on change de braquet cette fois-ci. Et j'ai l'impression que, disons, l'objectif de 1% des relocations pouvant être mobilisées à des fins sociales est vraiment atteignable. Hein. Si je résumais, si j'ai bien compris ce que vous nous dites, je dirais que pour un propriétaire, la location solidaire, c'est une bonne action, mais en même temps, c'est une bonne opération. Bon. Voilà. Hein, donc, je crois qu'il faudra essayer de le faire valoir. On y reviendra tout à l'heure. On a d'ores et déjà quelques questions, si vous voulez. Tout à l'heure, on aura un exposé d'Imen Saïd qui nous dira comment ça fonctionne pour un propriétaire, comment on capte, comment on accompagne le propriétaire et comment on assure ensuite la gestion locative. Mais avant d'en arriver là, peut-être qu'il y a certaines questions sur les dispositifs qui nous ont été présentés. Et il y a une question de M. Quentin Lacaze, là, que je retraduis directement s'il le veut bien. La question est, j'ai un logement, il est occupé par un locataire, puis-je entrer dans le dispositif, hein? Et j'ai envie de demander à Pauline Maisondieu si elle veut répondre d'une façon générale. On pourra peut-être ensuite compléter. Oui, du coup, comme vous l'avez compris, merci. Comme vous l'avez compris, le dispositif est rattaché au fait de s'engager dans un conventionnement auprès de l'ANA. Et donc, il faut déjà s'assurer que les locataires en place répondent au plafond de ressources attaché au conventionnement avec de l'ANA, puisque du coup, c'est une des conditions pour pouvoir conventionner, c'est que le locataire soit sous plafond de ressources. Donc, si votre locataire en place est sous plafond de ressources, et que vous envisagez d'être sur des loyers LOC 2, LOC 3, ce n'est pas possible pour le LOC 1, vous pouvez proposer à votre locataire un renouvellement anticipé du bail. Votre locataire a 6 mois pour vous répondre. En général, il vous répond assez rapidement puisque c'est plutôt favorable, ça entraîne a priori plutôt une baisse de loyer. Et du coup, avec ce bail, ce nouveau bail signé, vous pouvez effectivement conventionner votre bien. Après, du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau, en tout cas, des logements qui sont mis à disposition via la plateforme Louer Facile, il faut que le logement soit libre, mais je pense que les organismes peuvent prendre en gestion quand même ce bien occupé au-delà du coup de cette plateforme. Mais je laisserai du coup les organismes locaux répondre pour ce volet-là. Mais en tout cas, au niveau réglementaire, c'est possible dès lors que vous êtes plutôt sur des loyers LOC 2, LOC 3. Le LOC 1, il faut attendre effectivement
soit la date anniversaire du bail, soit la sortie du locataire. Merci. Il y a eu quelques questions par écrit qui ont reçu leur réponse. Y a-t-il d'autres questions sur ce dispositif en général, des demandes de précision? Y a-t-il des mains qui se lèvent? Non, pas dans l'immédiat. Bien, écoutez, si vous voulez, je vous propose de passer tout de suite à la suite et puis ensuite on reprendra des questions plus générales sans doute. Et donc la parole est à Imen Saïd. Elle va nous dire comment concrètement louer mon logement, comment d'abord nous pouvons le capter dans le cadre de la plateforme mise en place avec la métro et ensuite comment on pourra le louer. Imen, c'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, Imen Saïd, Un Toit pour tous territoire. Donc, je suis chargée de captation au sein de la structure avec ma collègue Anne Heurtier. Et je vais vous présenter un petit peu notre structure et comment ça se passe concrètement. Attendez, j'ai un petit problème. Vous voyez mon écran ? Oui. Oui. Alors du coup, donc notre structure territoire AIVES, agence immobilière à vocation sociale, est composée de 4 pôles. Donc nous avons le premier pôle, le pôle social, donc avec une responsable de service et 10 travailleuses sociales qui accompagnent les ménages tout au long de la location, en fonction des difficultés de chaque ménage. Ensuite, nous avons le pôle logement, avec une responsable aussi de service. Il est composé aussi de 4 gestionnaires de parc logement qui viennent gérer le bien au titre d'agence immobilière. On a une chargée de contentieux et une chargée de compta-gérance. Ensuite, on a un pôle accueil et administratif qui est composé de 3 personnes. Donc, mes collègues de l'accueil s'occupent notamment donc, de tâches administratives et de l'accueil physique et téléphonique des locataires et des propriétaires aussi. Et enfin, on a le pôle captation, donc composé de 2 personnes. Donc, je l'aurais dit, ma collègue Anne Heurtier et moi-même. Alors, les missions des conseillères habitat. Très simplement, l'idée pour nous, c'est de proposer une offre, un packaging, une offre complète pour apporter de la sérénité dans la mise en location. L'idée, c'est vraiment de libérer le propriétaire de toute la gestion de son bien. Donc voilà, on s'occupe vraiment de tout. Comment ça se passe dès le départ? Alors, on a un premier contact qui se fait généralement par téléphone ou par mail. Et lors de ce premier contact, on commence par présenter notre structure, présenter le dispositif en vigueur. En l'occurrence, jusqu'à présent, c'était le louer plus facile sur le territoire de la métro, qui est adossé au lieu abordable. On discute un petit peu du logement, de l'état du logement, de l'adresse. Voilà. Et puis, si on voit que le propriétaire est réceptif, généralement, on envoie tout de suite une simulation de loyer, voire une simulation fiscale pour être un peu plus précis quant aux avantages de ce dispositif-là. Une fois qu'on est à peu près d'accord avec le propriétaire en termes de loyer, de projet aussi de notre structure et du dispositif en vigueur, on cale une visite une visite du logement, durant laquelle on va vérifier l'éligibilité du bien au titre du conventionnement ANA, mais on va aussi faire des préconisations techniques. Parce qu'en fait, on a généralement toujours quelques petits travaux. Donc, ça peut être des travaux de plus grande envergure, comme le changement des menuiseries extérieures ou des menus travaux. Et là, voilà, on fait vraiment des préconisations techniques et un appui un petit peu sur cette question-là. Une fois qu'on est d'accord sur les travaux, oui, j'oubliais, on répond à un cahier des charges. On a une grille avec la métro, voilà, où vraiment il y a un certain nombre de critères à respecter pour pouvoir être éligible au conventionnement ANA sur le territoire de la métro. Une fois qu'on est d'accord sur les travaux, sur le loyer, etc., on va sceller un petit peu notre collaboration avec le propriétaire solidaire et on va procéder à la rédaction et à la signature du mandat de gestion. Alors, c'est un moment hyper important pour nous parce que c'est vraiment le moment où on vient contractualiser la gestion et on vient aussi valider ce partenariat parce qu'on est vraiment sur une collaboration avec les propriétaires solidaires et là vraiment c'est un moment assez important pour nous, même pour le propriétaire solidaire, j'ai envie de dire.
Parallèlement à la signature du mandat, on procède aussi au montage de dossiers avec l'ANA. Donc, quand je parlais d'une offre complète, on accompagne le ménage dans toutes les tâches administratives, que ce soit auprès de l'ANA, auprès d'autres financeurs, mais j'y reviendrai par la suite. Et donc là, généralement, c'est le moment où on va procéder au dépôt du dossier à l'ANA. Donc, l'idée, c'est quand même de bien présenter les avantages de ce dispositif et on va vraiment jusqu'à des simulations et on s'occupe, donc ce que je disais, hein, j'y reviens, de demander les primes auprès de l'ANA, de monter le dossier auprès de l'ANA. Désormais, ça se fait sur un service en ligne. C'est un peu plus compliqué dans le sens où voilà, on a besoin d'adresse mail, etc. Avant, c'était un papier qu'on déposait. Donc, tout cela se fait désormais sur un service en ligne. On s'occupe de demander aussi les primes auprès d'autres financeurs, notamment la métropole dans le cadre de Louer Plus Facile et dans le cadre de Louer Facile auparavant. Une fois qu'on a fait toutes nos démarches administratives, que ce soit le mandat de gestion, l'assurance hein, qu'on propose, mais j'y reviendrai aussi par la suite, le montage de dossier ANA, une fois que le logement est prêt et tout est OK, le logement passe au pôle logement. Donc, on fait le relais auprès de la gestionnaire et chaque propriétaire aura un gestionnaire référent, un gestionnaire locatif référent du logement, ce qui facilite quand même beaucoup les échanges. Dans nos missions, on a aussi donc la mission de reconventionnement, qui est une mission très importante pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de pouvoir maintenir notre parc, ça nous permet de maintenir aussi souvent des locataires en place à des niveaux de loyer abordables. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir piloter précisément ces reconventionnements et à la sortie de chaque convention, voilà, de proposer le dispositif en vigueur. C'est un sujet qui est quand même très important pour les AIVS au niveau national. On en discute souvent, la sortie du conventionnement, comment le faire, comment l'accompagner, comment le piloter. Et c'est une mission très importante, je pense, au niveau national, parce qu'il ne faut pas que le parc diminue. Enfin, voilà, il y en a qui arrivent au bout de leur engagement, et ça, on l'entend, mais c'est vrai que proposer un dispositif à la fin d'un conventionnement, un dispositif plus intéressant que le précédent, c'est toujours mieux, c'est toujours plus simple. Voilà, donc on s'occupe de ça au sein de la structure. Une fois qu'on a signé le mandat de gestion, qu'on a passé le relais à nos collègues de la gestion, il y a une question quand même qui est assez primordiale, c'est quel ménage ? Donc, c'est une question qui nous est régulièrement posée par les propriétaires. Donc, quel ménage ? Alors, voilà, on est sur vraiment les ménages les plus précaires qui présentent un certain nombre de difficultés sociales, budgétaires, voire de santé, voire tout en même temps. Ces ménages nous sont orientés par des partenaires, donc notamment l'État, les EPCI, parfois les communes et Action Logement. Donc, voilà, tous nos logements sont proposés dans des commissions. Et lors de ces commissions sont remontés donc, des ménages en fonction. Donc, voilà, l'idée, c'est de mettre en corrélation la typologie du bien et la situation du bien proposé et la situation du ménage. Et du coup, par ailleurs, voilà, une fois que le ménage est remonté, la gestionnaire Pôle Logement, qui est l'interlocutrice unique pour le propriétaire, prend le relais et les travailleurs sociaux prennent le relais aussi quand les ménages nous sont remontés. Alors, quels avantages, pourquoi on passerait par territoire AIVS ? Alors, il y a des avantages, donc je vais vous en parler maintenant. La première chose, ce sont des honoraires réduits. Chez Territoire, nous avons des honoraires qui sont de l'ordre de 7,35% du loyer hors charge. Donc, c'est 7,35% d'un loyer bas avec une gestion professionnelle. Donc, voilà, on est vraiment sur des tarifs préférentiels et des tarifs bas pour le coup. Nous n'avons aucun frais pour tout acte de gestion. Donc, dans d'autres agences, on peut facturer un certain nombre de frais. Nous, il n'y a pas de frais pour les baux, pas de frais pour les états des lieux ou autres. On peut faire 20 baux dans l'année, 20 états des lieux dans l'année. Le propriétaire, excusez-moi, n'aura jamais de frais supplémentaires. Et ça, c'est assez intéressant. L'idée, c'est de pouvoir, voilà, dans le cadre de cette offre complète qu'on propose à nos propriétaires solidaires, l'idée, c'est vraiment de leur proposer un petit peu des avantages plus intéressants qu'ailleurs. Un autre avantage aussi, c'est la GLA, la gestion locative adaptée. Donc, c'est une gestion sécurisée, une gestion de proximité qui apporte vraiment ce côté sérénité que beaucoup de propriétaires solidaires cherchent en venant chez nous.
Et la GLA, donc elle est valable, j'ai envie de dire, pour le propriétaire comme pour le locataire. Ensuite, on propose voilà, des assurances contre les dégradations et les impayés. Nous avons la chance de pouvoir mobiliser et de pouvoir solliciter Visal pour un certain nombre pour une grande majorité de nos locataires. Donc, c'est une assurance contre les risques locatifs qui est gratuite pour le propriétaire. Donc voilà, on a la chance de pouvoir activer Visal dans la majorité des cas. Et on a aussi une assurance qui s'appelle SADA. Donc, c'est une assurance qui a été négociée par notre fédération. Et SADA, donc, c'est aussi un tarif quand même assez préférentiel compte tenu des loyers que nous appliquons. Donc, on est entre 3,9 et 4 et presque 5% de rémunération. L'accompagnement donc du propriétaire dans le cadre de toutes ces démarches administratives, que ce soit le reconventionnement, l'aide à la déclaration fiscale. Donc, nous, on envoie une aide à la déclaration fiscale qui est comprise dans les honoraires, hein, donc il n'y a pas de frais supplémentaires. Et on est toujours disponible, hein, soit par téléphone, soit lors d'un rendez-vous, pour les aider à remplir la déclaration quand il y a une difficulté. Et on s'occupe aussi, on est aussi en lien avec nos propriétaires solidaires. L'idée, c'est de toujours avoir un lien privilégié avec eux. Et pour ce faire, on met en place chaque année. Bon, la crise sanitaire a un petit peu chamboulé tout ça, mais on va y revenir. Mais on mettait en place, on organisait une réunion des propriétaires chaque année. L'avantage, c'était de pouvoir un petit peu leur présenter toutes les activités, tous les projets que nous avons eus au sein de la structure, de leur parler aussi des dispositifs à venir. Et il y avait un temps d'échange et de convivialité avec nos propriétaires assez intéressant qui nous permettait vraiment, en tout cas pour moi, en tant que de chargé de captation, où je ne vois plus forcément les propriétaires par la suite, de retisser un petit peu un lien avec nos propriétaires solidaires. Ouais, on va parler donc de la performance énergétique. Voilà, la législation va évoluer quant à ces logements-là. Et on est très attentif donc à l'état des logements que nous avons, que ce soit d'ailleurs le parc que nous gérons ou le parc qui nous appartient, pour lutter contre ces passoires énergétiques et anticiper d'éventuels travaux pour le propriétaire au vu de cette législation qui va changer d'une part et au vu d'un confort et de lutter contre ces passoires énergétiques qui génèrent souvent des sommes, enfin des montants de charges assez importantes pour nos locataires. Donc voilà, on travaille quand même assidûment sur ce volet-là. Quant à l'accompagnement social, c'est un accompagnement social qui s'adapte au ménage en fonction des besoins de la famille à l'instant T. C'est un accompagnement qui peut évoluer. Au début, ça peut être très intense et puis ça diminue, ou le contraire, hein. Il peut y avoir des choses dans la vie qui se passent dans la vie de nos ménages qui font qu'ils vont avoir besoin d'un accompagnement social un peu plus poussé, un peu plus présent. Donc l'accompagnement social, j'ai envie de dire, il permet aussi tout de même quand même de prévenir d'un certain nombre de difficultés avec nos ménages, donc notamment les difficultés liées à du budget, à des choses comme ça, et ça permet de prévenir contre les risques locatifs. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de notre parc géré. Alors, nous avons 236 propriétaires, 236 logements, soit 210 propriétaires. En fait, nous avons des propriétaires qui ont plusieurs biens chez nous en gestion. Donc, c'est soit des monopropriétés, on en a un peu, pas forcément sur le territoire de la métro, soit des propriétaires qui ont plusieurs biens qui nous les ont donnés en gestion. Il y a des propriétaires qui achètent un logement, qui nous le passent en gestion. 2-3 ans après, ils rachètent un logement, ils nous le passent en gestion. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un peu plus de logements que de propriétaires. Si on regarde la répartition géographique de notre parc, il y a une grande majorité qui se trouve sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole, donc on est sur les 3/4 de logements, donc l'agglomération de Grenoble. On a à peu près un quart de nos logements qui se situent sur le Pays Voironnais, donc la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, et on a une toute petite partie dans le Trièves. En termes de typologie, le second camembert révèle quand même révèle une vérité, mais aussi une difficulté que nous avons. Vous verrez qu'on a une majorité de T3.
parce que très simplement, sur Grenoble, on a une construction massive de T3, voire de T2. Donc là, la grande majorité de nos logements, c'est du T3, T2. On a un petit peu de T4, donc 18%. C'est pas fameux. Par contre, voilà, sur les grands logements comme les T5, on n'a que 2%. Et on se rend compte que c'est vraiment on a une grosse difficulté à mobiliser ce type de logement-là, parce que ces logements-là n'existent pas forcément en grand nombre dans le parc privé. Voilà, c'est vraiment les bailleurs sociaux qui ont construit des gros logements, des logements de grande taille à une certaine époque. Dans le parc privé, on a très peu de T5 et ils sont difficilement mobilisables, de la même manière que les studios. Un studio de 20 mètres carrés où on applique un niveau de loyer social ou très social, ça sera un niveau de loyer très bas et difficilement compétitif avec ce type de logement qui se trouve très bien sur notre territoire. Et on a 9% de T1 actuellement. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. J'espère ne rien avoir oublié, mais de toute façon, il y aura un temps d'échange où on pourra répondre à un certain nombre de questions si ça n'a pas été très clair. Merci. Bien, merci bien. Merci Imen pour cet exposé. Je dirais que vous avez bien vendu hein, la prestation de territoire. Hein, et on aura l'occasion de questionner tout à l'heure, d'interroger des propriétaires qui sont parmi nous. Y a-t-il des questions? Nous en avons reçu par mail. Il y en a peut-être aussi des questions qui peuvent s'exprimer en direct si certains d'entre nous lèvent la main. D'abord, il y a une question de M. Claude Bourchanin. Il pose une question intéressante qui est de savoir qu'est-ce qui se passe au bout de 6 ans. C'est la question des reconventionnements qui a été évoquée tout à l'heure, avec une question annexe. Est-ce qu'on sait à peu près combien de conventions font l'objet d'un renouvellement hein voilà. Je ne sais pas, je suppose qu'Imen, vous pouvez répondre à cette question, vous l'avez déjà presque évoquée. Oui, alors la fin de la convention, c'est ce que je disais, c'est un sujet assez important pour nous. À la fin des 6 ans, généralement on anticipe un peu, l'idée c'est d'anticiper avant les 6 ans, il y a plusieurs possibilités. Donc soit le propriétaire nous dit « j'ai pas envie de m'engager pour 6 ans, c'est trop long », dans ce cas-là on proposera une prorogation de la convention initiale et la prorogation est de 3 ans. Donc voilà. Dans certains cas, voilà, il y a des propriétaires qui préfèrent proroger pour 3 ans le dispositif initial. Donc, voilà, on peut faire ça. La deuxième possibilité, c'est de proposer le dispositif en vigueur. Par exemple, là, on était beaucoup sur du Borloo ancien, donc avec un abattement fiscal de 60% à l'époque. Et là, désormais, on leur propose le nouveau conventionnement avec un nouvel engagement de 6 ans. Et un abattement fiscal beaucoup plus intéressant de 85%. Il y a toujours un petit peu, on doit revérifier les loyers, revérifier aussi si, ce que disait Pauline, revérifier si les locataires en place ont des situations qui ont trop évolué pour pouvoir reconventionner, parce qu'il faut qu'ils restent toujours en dessous des plafonds. Mais voilà en tout cas comment ça se passe. Il y a d'autres propriétaires qui disent je ne veux plus m'engager dans une convention, je reste en mandat simple avec ce niveau de loyer-là. Ça arrive très peu souvent, mais on est sur une quinzaine de logements à reconventionner par an. Merci. C'est assez difficile de donner un chiffre certain sur les reconventionnements, mais sur une petite période et avec un petit échantillon, on arrivait chez nous à trouver qu'il y avait à peu près un tiers des conventions qui étaient renouvelées. Notre objectif, c'est bien sûr que ce pourcentage puisse être supérieur. Alors, on a d'autres questions et Monsieur Pascal. Monsieur Pascal Oui. Béton, allez-y. Oui, c'était pour la question de l'amélioration thermique du logement. Quand on est dans une copropriété, il vaut mieux attendre une opération mur-mur. Par exemple, on ne peut pas rénover son appartement comme ça sans l'avis de la copropriété. Et oui, d'autre part, pour un nouvel investisseur qui veut devenir propriétaire bailleur, donc il peut voir sur le marché s'il y a des logements pas trop chers,
Donc, il n'y a pas de contre-indication à une convention par la suite avec l'ANA et AIVS vis-à-vis du marché immobilier tel qu'il est, hormis les quartiers prioritaires, comme vous l'avez dit au cours de votre exposé. Oui, tout à fait. Donc, si votre projet est d'investir pour ensuite confier un mandat de gestion, un territoire et conventionner votre logement, autant en effet en amont connaître les conditions qui font que cette opération sera possible. Et donc, on ne peut que vous engager à vous rapprocher de territoires pour connaître ces conditions. Vous en avez évoqué une, il s'agit des localisations. Hein, et en accord avec la métro, il y a certaines clauses de localisation que l'on doit respecter. Il y en a d'autres sur, disons, l'état du logement, bien sûr. Et ça renvoie à ce que vous évoquiez sur l'amélioration thermique. Bon, bien entendu, il y a des gros investissements thermiques qui ne peuvent se décider que dans le cadre de la copropriété. Il y en a aussi qui, disons, peuvent s'opérer à l'intérieur du logement avec des niveaux d'intervention plus réduits, mais pour autant qui permettent d'obtenir un résultat en termes d'étiquette. Je ne sais pas si quelqu'un veut préciser ou prolonger cette réponse générale. Moi, je peux préciser un petit peu. Alors, dans le cadre d'une campagne murmure, en tout cas d'une isolation murmure d'un bien, effectivement, on propose souvent aux propriétaires de passer sur un conventionnement avec travaux. Parce que vous avez des subventions plus importantes quand non seulement vous avez une campagne, une isolation avec murmure et un conventionnement. Donc, généralement, là, on en a quelques-uns, nous, des propriétaires dont la convention s'est arrêtée et on est passé sur un conventionnement avec travaux dans le cadre de murmure. Ça, c'est la première chose. Dans le cadre d'un investissement locatif solidaire, nous, on est disponible pour vous aider. Donc, on le fait régulièrement, soit dans le cadre d'un mandat de recherche, soit ça peut être aussi vous qui cherchez un bien et vous nous proposez un peu les annonces que vous voyez sur des plateformes. Et nous, on vous donne notre avis. Généralement, on fait un rendez-vous avec les propriétaires solidaires pour vraiment préciser le projet. Je leur explique aussi un certain nombre de choses dans le cadre d'un investissement solidaire. L'idée, c'est d'investir effectivement solidaire, mais aussi d'investir de façon pertinente, de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce bien à la fin de la convention, à la fin de mon engagement, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je vais y vivre, est-ce que ce sera pour mes enfants, et vraiment ça, on le précise lors d'un rendez-vous, et après, on accompagne vraiment les investisseurs solidaires dans leur démarche de prospection notamment, et parfois, on leur propose aussi des biens que nous avons de propriétaires qui souhaitent vendre. Et puis, voilà, si on a un propriétaire solidaire en face qui souhaite investir, voilà, ça nous permet de maintenir aussi notre part. Donc, voilà, dans le cadre d'un investissement solidaire, on est complètement disponible pour vous aider dans cette démarche. Merci. Nous avons une question qui, je crois, s'adresse peut-être aux représentants de la métro, à Benoît Villeneuve. Une fois que la captation du logement est réussie, comment se fait la répartition sur la gestion entre territoire, Solia et éventuellement un autre opérateur? C'est la question qui nous est posée. Oui, alors là-dessus, ça dépendra du niveau de conventionnement du logement, puisque voilà, historiquement, Solia et Territoire IVS n'ont pas forcément les mêmes publics de locataires. Donc, les conventionnements, on va dire, LOC 2, seront plutôt envoyés vers Solia quand il s'agit de mandat de gestion. Hein. Et les autres conventionnements, donc, disons à visée plus sociale, seront gérés par Territoire IVS. Et après, ça dépend aussi de la modalité d'intermédiation locative. C'est-à-dire que quand c'est du mandat de gestion, donc c'est Solia ou Territoire selon les principes que je viens de vous expliquer. Et si c'est de la sous-location, là, ça dépend, ce sera un des organismes agréés qui fait de la sous-location sur le territoire et notamment qui est partenaire de Louer Plus Facile. Donc, il y en a 4. Donc, c'est l'Oiseau Bleu, le CCAS de Grenoble, l'association Altea ou la Mutualité française de l'Isère, qui fera de la sous-location en fonction en fait, du besoin des ménages qui ont été identifiés et qui sont accompagnés par ces structures. Donc, si le logement correspond aux besoins d'un ménage accompagné par l'Oiseau Bleu, ce sera un logement qui sera géré par l'Oiseau Bleu, par exemple, dans le cadre de la sous-location. Voilà.
une question peut-être qui s'adresse peut-être à Pauline Maisondieu, si elle le veut bien, parce que c'est une question générale sur ce dispositif. Le propriétaire peut-il vendre son bien avant les 6 ans? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, sur le principe, il y a quelques exceptions, mais sur le principe, non, vous ne pouvez pas donner un congé pour vente. Après, sur les exceptions, je pourrais vous répondre, mais il faudrait que je reconsulte les textes, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je pourrais vous apporter une réponse ultérieurement. Retenez que sur le principe, vous ne pouvez pas, votre engagement est fixe hein, sur 6 ans et que, à titre exceptionnel, mais les dérogations sont assez faibles, il y a éventuellement possibilité. Mais le principe qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de délivrer congé dans le cadre d'un conventionnement ANA. Voilà. Voilà, oui, c'est cela. Et on peut ajouter que si vraiment la vente doit avoir lieu, eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut reverser au fisc les avantages obtenus. Alors, est-ce qu'il y a une autre question sur l'importance des bénévoles aussi? Et puis ensuite, si vous voulez bien, on fera appel au témoignage des propriétaires là, qui participent à notre session. La question était posée de savoir si les bénévoles d'Un Toit pour tous étaient impliqués dans toutes ces actions qui sont présentées. Alors, je voulais donner une réponse générale, c'est que pour Un Toit pour tous, eh bien, nous faisons confiance à une équipe de professionnels. C'est-à-dire que ce sont les salariés qui assurent l'essentiel, évidemment, en particulier pour l'accompagnement social. Hein, et nous avons au sein du pôle social une équipe qui est chargée de cette mission. Donc, les propriétaires ne sont pas, disons, directement impliqués dans ces opérations que nous venons de décrire. Pour autant, nous avons un certain nombre de groupes de bénévoles qui interviennent en complément ou des actions professionnelles qui sont faites par les salariés. Tout ce qui concerne les travaux réalisés dans les logements fait l'objet, par exemple, d'un suivi très particulier d'un groupe de bénévoles qui sont des gens compétents, expérimentés en la matière. S'agissant des dépenses énergétiques, il y a là aussi la volonté de s'impliquer en accompagnement de certaines situations difficiles. Je dirais aussi que pendant toutes ces années où la captation de logements privés ne ressortait pas à une politique publique très offensive, les logements dont nous avons pu bénéficier à Un Toit pour tous nous ont souvent été apportés par des adhérents ou par des bénévoles. Hein. Souhaitons que cela continue, mais souhaitons aussi que l'action publique renforcée qui nous est présentée aujourd'hui nous permette de passer à une autre dimension. D'autres questions vont arriver. Je vous propose cependant de questionner dès à présent, par exemple, si elle est toujours avec nous, Mathilde Salmon est une propriétaire qui nous a confié un bien. C'est intéressant que vous nous fassiez part de votre expérience, si vous voulez bien. Oui, bonjour. Nous, ça se passe très bien. Ça fait 1 an, je pense, oui, 1 an maintenant qu'on loue avec Un Toit pour tous, enfin, par l'intermédiaire d'Un Toit pour tous, à une dame qui a été du coup choisie par Un Toit pour tous. Et je ne sais pas si vous voulez savoir pourquoi on en est venu là ou juste l'expérience. Par quel chemin vous avez frappé à notre porte? Eh bien, il se trouve que je participais pendant un moment au projet Zéro déchet dans le quartier Saint-Bruno. Alors, j'ai oublié le nom d'Abdelkader, je crois, qui s'occupait de ça. Maintenant, c'est plus lui, mais à l'époque, c'était lui. Et il avait fait une réunion dans une salle qui doit être une salle de la mairie ou une salle communale. Alors, je ne sais plus exactement, dans le quartier Saint-Bruno. Et j'y suis allée et il y avait un prospectus d'Un Toit pour tous. Et à l'époque, on allait déménager et on cherchait à louer notre logement. Et je ne connaissais pas du tout ni Un Toit pour tous, ni vraiment ce système en fait, de logement social. Il se trouve que on a toujours été un peu attirés par les actions sociales, mais sans vraiment jamais faire grand-chose finalement. Donc on s'est dit pourquoi pas, et on a un ami qui travaille chez Emmaüs qui connaissait Un Toit pour tous, voilà, donc, on en a discuté avec lui, et après on a rencontré Imen, et voilà, et après ça s'est fait, on était rassurés quelque part parce qu'on n'avait pas du tout non plus d'expérience, et puis
on ne savait pas trop, enfin on ne savait rien en fait. Voilà, mais l'idée nous plaisait de, surtout la mixité en fait, d'apporter un peu plus de mixité dans Grenoble et en fait, ce serait bien que ce soit un peu plus, que ça ait plus lieu en France, sur le territoire national. Et puis aussi d'aider à notre manière des ménages qui sont plus modestes. Voilà, en l'occurrence, c'est une femme seule avec enfant, à accéder à des logements à moindre coût, sans que pour autant on soit dans la mouise, mais ça, c'était pas notre cas. Donc, Oui. voilà. Oui. Et est-ce que je peux vous demander si vous avez été attentif aux contreparties qui sont offertes aux propriétaires, ou s'il s'agissait d'une question seconde par rapport à votre volonté de louer solidaire, justement? Alors les deux, on a été attentifs parce qu'il fallait quand même qu'on s'y retrouve, étant donné qu'on a acheté un logement plus grand, qu'on déménageait. Donc après, attentif oui et non. Enfin, la prime de l'ANA et de la métro était très intéressante, évidemment. Et après, par contre, pour ce qui est la défiscalisation, moi, je n'ai pas trop réussi à me projeter, à voir exactement ce que ça voulait dire. Et en plus, on n'a pas vraiment fait d'estimation du logement. Je ne sais pas combien on l'aurait loué, en fait, sur le marché, on va dire, classique. Donc oui, on a regardé. C'est sûr que les primes, c'est un bon argument. Un bon argument. Après, c'était pas du tout on l'a pas fait pour ça, quoi. C'était vraiment l'argument social qui est aidé par le fait que ce soit une association qui s'occupe de la gestion et qui rassure, et la prime qui vient faire que, oui, non, on va pas être perdant si on fait ça, quoi. Voilà. Très bien. Après, pour l'instant, ça roule bien. Il y a la CAF qui est un peu, de temps en temps, qui est un peu olé olé, mais bon, c'est la CAF, quoi. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous voulez ajouter quelque chose, non? Non, j'espère juste que ce soit plus connu et plus réalisé, parce que j'ai l'impression que le parc privé n'est pas tellement représenté comment on peut dire, dans ce genre de location, quoi. Il n'y a pas assez de parcs privés. Voilà. Je pense. Voilà. Merci beaucoup, madame. Nous avons un autre propriétaire qui est Michel, qui se proposait également de donner son témoignage. Vous êtes là, à vous la parole. Votre micro est éteint, Michel. Il faudrait activer le micro. Il faut activer le micro pour qu'on puisse vous entendre. Bon. C'est bon. C'est bon? Oui, voilà. Oui, alors je disais, je suis un peu intimidé parce que je ne connais pas ce système de parler là. Mais c'est bon, on y arrive. On y arrive, je vais essayer. Alors, nous, on est à Toit pour tous depuis presque les débuts de Toit pour tous. Donc, ça fait de longues années. Et on avait confié un logement déjà en ville, à Grenoble, pour 6 ans. Donc, on connaissait le système. Et puis, on a acheté un logement à Cessiné, et T2, et pour l'intention de le mettre aussi à 6 ans avec Toit pour tous. Voilà. Et on connaissait bien l'utilité sociale de Toit pour tous. On savait, on était déjà bien au courant. Et voilà. Et on l'a confié 6 ans. Je lis ce que j'ai écrit parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on aurait une aide de la métro importante. On ne faisait pas pour ça du tout. Et c'est vrai que c'est quand même, on a touché beaucoup et on ne s'attendait pas du tout à ça. On ne l'avait pas fait pour ça. Voilà. Alors j'en ai parlé un petit peu à quelques personnes. Mais après, sinon, c'est vous qui allez faire le nécessaire, je ne sais pas comment. Par contre, on avait tenu un stand à la foire quelques années. Je ne sais pas si ça se fait toujours en ce moment, parce qu'on n'en parle plus, avec le Covid, je pense. Ouais. Et on a tenu un stand pendant quelques années. Là, et je trouve que c'est très bien, parce qu'il y a des gens
Bon, il y a peu de gens qui s'arrêtent, hein, mais il y en a quand même quelques-uns et qui sont intéressés. C'est bien, c'est une bonne façon de faire connaître ce système, quoi, et ce que fait Un Toit pour tous. Voilà. Et puis, la motivation principale, c'était de pouvoir loger quelqu'un en grande difficulté. Ça, c'était important. Voilà. Et puis, il y a également la garantie d'un suivi qui nous a aussi motivés, quoi, parce que c'est vrai que c'est agréable de mettre en gestion et puis de ne pas s'en occuper pendant 6 ans. Voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et votre témoignage me conduit alors, à m'inscrire, si vous voulez bien, dans la discussion et à poser une question à Benoît Villeneuve, le représentant de la métro. Il me semble qu'avec tout ce que vous nous avez présenté, on va sans doute changer de dimension. Enfin, en tout cas, nous l'espérons. On passe d'une période où, à Un Toit pour tous, chaque année, on recevait à peu près une vingtaine de logements, surtout par des voies bénévoles, hein, ou par le bouche à oreille. Là, aujourd'hui, les produits qui nous ont été présentés, leur attractivité aussi, hein, font qu'il s'agit de vendre un produit à 70 000 propriétaires privés. Hein. Et donc, il faut se demander si vous allez, j'ai envie de vous demander si vous allez trouver des moyens de communication et de vente qui soient en rapport avec cette ambition. Hein. Donc, ma question est, vous savez que la majorité des relocations se fait entre mai et septembre. Quelles sont les grandes actions de communication qui vont faire en sorte que l'action de la métro, avec le soutien d'Un Toit pour tous comme opérateur, va devenir une question très, très bien connue et perçue sur le territoire de la métro? Oui, alors vous avez raison. L'ambition de la métropole, c'était aussi de booster la captation et de permettre de capter beaucoup plus de logements chaque année donc pour les ménages en difficulté. Et la réussite du projet, elle passe bien évidemment par la communication. Et donc, bon, nous, on a mis des moyens sur la communication. Alors après, on peut toujours en faire plus. Mais donc, on a lancé une première vague de communication, donc on va dire en septembre, donc en essayant de communiquer sur plusieurs réseaux, donc sur les réseaux sociaux d'une part, sur les plateformes, sur les plateformes comme le Bon Coin ou les médias locaux, et puis en distribuant des plaquettes de communication sur le maximum de sites qui nous semblaient adéquats. Et puis, voilà, donc on a mis des publicités dans le supplément immobilier du Dauphiné libéré, sur le supplément gestion patrimoine des affiches. Voilà, on pense éventuellement à d'autres actions de communication un peu plus impactantes, comme des décorations de tram ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, le but, c'est de faire connaître aux propriétaires aussi cette possibilité. Et donc là, la deuxième vague de communication, donc comme vous dites, elle a pour objectif de capter les logements qui vont se libérer souvent à la fin du printemps, parce qu'il y a les déménagements que les familles essayent de faire coïncider avec l'année scolaire. Donc, pour que les gens puissent anticiper lors de la libération de leur logement et peut-être que 2-3 mois après la communication, ils gardent en tête la possibilité de se rapprocher de louer plus facile pour aller conventionner leur logement quand les familles vont déménager. Voilà. Et après, effectivement, il y a aussi le dispositif national qui change et on peut bénéficier aussi de la communication de l'État sur l'Ocavantage, dont louer plus facile et la déclinaison renforcée, on va dire. Oui. Et voilà, on peut s'appuyer aussi là-dessus. Tout à fait. Merci de votre réponse. Nous avons une question d'abord à laquelle je réponds moi-même, si vous voulez bien. Pourra-t-on recevoir, c'est de la part de Philippe Dubois, bonjour Philippe Dubois, pourra-t-on être destinataire des diaporamas présentés? Oui, bien sûr.
Alors, il y a une autre question aussi, et je m'adresse peut-être à Pauline si elle veut bien répondre, mais il faut d'abord qu'elle connaisse la question. C'est une question précise. Est-ce qu'un logement conventionné peut faire l'objet d'une hypothèque, peut servir de garantie à un prêt, pour parler autrement? J'atteins là mes limites, je ne peux répondre à cette question, je suis désolée. Alors, Je en peux ce qui me chercher la concerne, réponse, mais je ne peux pas vous répondre là. oui, si je tentais une réponse, je dirais que oui. Ce qui compte, c'est le respect de la convention et donc la location à un prix réduit à une certaine famille, quelle que soit l'évolution patrimoniale du bien qui peut être hypothéqué, sans doute sans modifier les termes de la convention. Mais il faudrait sans doute s'en remettre à des juristes plus compétents, enfin des juristes tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois. N'hésitez pas à reposer. Nous avons un participant que nous connaissons bien entendu, c'est Paul Coste, qui est le président de notre coopérative Un Toit pour tous développement, qui nous signale que cette coopérative, qui porte des logements très sociaux, peut être un bon interlocuteur pour un propriétaire solidaire qui souhaiterait vendre son bien, par exemple. Parce que ça permet de garantir souvent disons, la nature sociale de l'occupation et même éventuellement de laisser le locataire en place. Donc, au cas par cas, il y a des situations de ce genre qui peuvent être examinées sans qu'une garantie puisse être donnée a priori. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, peut-être qu'on va s'en tenir là. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment remercier nos intervenants, Pauline, Benoît, Imen, et évidemment Anissa qui est près de moi. Je crois qu'il y a beaucoup de matière qui a été apportée, beaucoup d'informations nouvelles, et en plus avec des bonnes nouvelles. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne chose. Et je crois qu'on nous avait… que quelqu'un souhaitait intervenir avant le dernier mot de notre séance, ou l'avant-dernier, c'est Georges Douillet. Georges Douillet, bonjour Georges. Est-ce que tu peux intervenir si tu le veux? Non, on a du mal. Est-ce que tu m'entends? On a du mal. Bon, écoutez, c'est vraiment dommage. On va s'en tenir là. On n'arrive pas à retrouver. On a eu un petit signal qui s'est évanoui et qui s'est perdu dans toutes nos listes. Bien, écoutez, je termine donc en disant que vraiment merci à ceux qui ont contribué à cet échange très, très riche. Et en même temps, on se quitte, je crois, en se disant qu'on est prêt, on entame une nouvelle période, vraiment. Et nous sommes assez optimistes avec la volonté de tous et l'action de tous pour faire en sorte que davantage de logements puissent être mobilisés pour des fins sociales. Donc, c'est sur cette note optimiste que je vous propose de terminer notre session à laquelle vous avez été très nombreux à participer. Merci beaucoup. Alors, un prochain 12-14. Merci beaucoup. Merci. Passez Merci une à bonne tous. journée. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Bon, c'est dommage, Georges.